Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Je vous avais annoncé il y a quelques semaines que j'avais commencé un CAS, un Certificate of Advanced Studies, à l'Université de Fribourg, avec comme sujet philosophie et management. Et je me disais que cette semaine, ce serait l'opportunité de discuter un des sujets abordés pendant ce CAS, et puis d'essayer de voir si ça peut nous être utile à nous dans notre quotidien de collaborateurs, de collaboratrices, de cadres en entreprise. Donc à la fin de chaque séquence, on doit fournir un petit rapport de module, et donc je commençais par vous lire un des chapitres de ce rapport, donc de la première semaine de ce CAS. Chapitre que j'ai intitulé, Rendre autonome pour éviter la responsabilité ? Point d'interrogation. Donc je commence la lecture. Mon collègue de cours, Bruno, a lâché une bombe conceptuelle dans mon cerveau quand il a sous-entendu que certaines organisations prônaient l'autonomie pour ne pas avoir à prendre leurs responsabilités. Cela ne m'était jamais apparu sous ce jour. Pour moi, l'appel à l'autonomie correspond au chemin vers l'autodétermination de Deci et Ryan, qui permet, grâce à une internalisation des facteurs de motivation, d'éviter la dépendance. Je n'ai plus besoin des félicitations de ma chef parce que je trouve mon job utile. Je m'aperçois en écrivant ces lignes que j'ai posé la dépendance comme étant négative. Pourquoi ? Je crois que j'ai, sans le vouloir, suivi le mode de pensée libéral, devenu si omniprésent qu'il en devient une seconde nature. L'homme est rationnel et individualiste. C'est en construisant son propre bonheur qu'il construira une société heureuse. Ce présupposé philosophique, hérité de Jeremy Bentham, est tenace. Pourtant, la psychologie et les neurosciences modernes montrent que nos perceptions, siège de l'acquisition des données de l'ordinateur rationnel libéral, ne fonctionnent pas de manière neutre et nourrissent notre cerveau d'informations qui correspondent aux schémas mentaux déjà enregistrés. Pire, une très large majorité du fonctionnement calculatoire du cerveau a lieu en dessous du seuil de la conscience. Homo rationalis n'a donc jamais existé. Et Homo individualensis, alors, rien, ne semble-t-il, n'a encore mis fin à cette illusion-là. Malgré les apports de la sociologie depuis Auguste Comte en 1839 déjà, le mythe d'un être individualiste centré sur son propre bonheur plutôt que sur l'obéissance à un ou l'autre Dieu continue de dominer la pensée moderne. Comme si, à la sortie de l'ère obscurantiste imposée par l'Église catholique, nous avions jeté le bébé du lien nécessaire entre humains avec l'eau bénite du bain chrétien. Dans une entreprise du XXIe siècle, ce débat en apparence théorique pose pourtant un problème épineux. De quel type de culture une organisation a-t-elle besoin ? De celle qui commence par le travail sur soi, la responsabilité individuelle envers et contre tout, donc qui permet un confort organisationnel proche du laisser-faire libéral, ou au contraire, de celle, donc d'une culture, qui promeut le travail sur l'organisation d'abord et sur les personnes ensuite. En 2022, la réponse me semble claire. Les programmes de formation sont centrés sur les compétences individuelles et les objectifs individuels sont la règle dans bien des entreprises, alors que le travail sur le fonctionnement et la qualité des conversations est beaucoup plus rare. Homo individualensis a donc encore de beaux jours devant lui. Fin du texte. Alors, qu'en dire ? Alors, c'est un texte qui est voué à être lu par des profs de philo, donc je fais un petit peu des références pour montrer que j'ai écouté pendant le cours. Mais qu'est-ce que ça nous dit ? Vous voyez, le problème est le suivant. Une entreprise fonctionne avec des individus qui fonctionnent ensemble. Sur quoi est-ce que on va se consacrer, se focaliser quand il va s'agir d'améliorer les choses, par exemple, ou de poser des objectifs, ou voilà, de faire avancer, je dirais, l'organisation humaine. Alors, on peut faire
ce qui, à mon avis, mais vous pourriez tout à fait me contredire avec raison, on peut faire tout ce qui est individuel, donc objectif individuel, fiche de poste, qu'est-ce qu'on peut mettre encore dans l'individualisation, formation individuelle, etc., qui est devenu finalement une habitude. Il y a des programmes de formation fournis par des institutions de formation continue, donc qui ont une vision de la compétence individuelle comme étant finalement le centre de la machine, si on veut bien, de l'organisation, d'un côté. Bon. Et de l'autre côté, de l'autre côté, on a plutôt le fonctionnement de l'organisation. Alors, c'est très bien traité par toute la partie mécaniste, technologue de l'entreprise, donc tout ce qui est processus, tout ce qui est qualité, en particulier qui vient de la TQM, du Total Quality Management. Donc on a toute une série de processus qui sont développés. Mais moi, il me semble qu'il y a un peu un déséquilibre entre les deux. Et donc la question que posait mon collègue Bruno, c'est de dire, mais est-ce que les entreprises, quand elles disent « mais on veut des collaborateurs autonomes », c'est pour ne pas finalement trop s'occuper du cadre que l'on doit donner à la collaboration, au travail, et on peut simplement dire aux gens, mais vous avez qu'à être capable de. On va faire des formations avec Coapta, par exemple, pour développer vos compétences individuelles, pour que vous n'ayez pas à, finalement, avoir besoin de plus de structure ou d'organisation de la part de l'entreprise. Prenons un exemple tout à fait standard, les conflits. La gestion des conflits, on pourrait très bien dire, bon, ayons une vue complètement communiste, socialisante, ou une vue systémique du conflit, et donc on va poser des règles de fonctionnement, des principes de communication, etc. Alors vous me direz, ça passe par la formation. Oui, mais voyez que le point focal et le focus est mis sur le fonctionnement entre nous. Et non pas sur, par exemple, pour le cas du conflit, comment gérer mon stress. Vous voyez que gérer son stress, bien sûr, fait partie de l'arsenal, mais dans une entreprise désorganisée, dans lesquelles, par exemple, je ne sais pas, la direction ou le chef de département est désorganisé, dans laquelle il y a des ordres contradictoires qui sont donnés, dire aux collaborateurs, tu dois apprendre à gérer ton stress, ce serait, comme l'indique mon collègue Bruno, dire, mais finalement, il suffit qu'on montre à nos collaborateurs comment gérer leur stress, on n'aura pas besoin de faire le reste. Le côté systémique, le côté qui est honnêtement un peu plus compliqué. Et donc on va outsourcer notre responsabilité d'organisation à nos gens, à nos personnes. Et donc évidemment, je fais un lien avec l'individualisme libéral. Donc je parle de Jeremy Bentham dans le texte, qui est un philosophe anglais du XVIIIe siècle, je crois, qui est un des premiers finalement à avoir pris ce point de vue très individuel sur les choses. Alors du point de vue de la société, pas du point de vue de l'entreprise. Et donc je me pose vraiment la question. Je pense que c'est en train de changer. Je pense que c'est en train de changer parce que le Covid en particulier a montré l'importance du fonctionnement des gens ensemble. Donc moi j'ai de plus en plus de demandes pour faire du coaching d'équipe, pour faire de la résolution d'équipe. On aura bientôt un épisode avec mes collègues de Big Companion, qui sont alors spécialistes en médiation, et elles vont nous parler de ce que ça veut dire et de ce qu'est ce travail-là, mais de plus en plus de demandes de résolution, non pas, par exemple, de coaching individuel, qui serait une même réponse libérale, si vous voulez. Quand il y a quelqu'un qui va pas dans une entreprise, on s'occupe de lui ou de elle dans son fonctionnement individuel, plutôt que de regarder l'ensemble du système et de se dire, mais qu'est-ce qui peut provoquer ce genre de comportement chez quelqu'un ? Donc, j'ai perdu le fil de ma pensée, mais c'est pas grave. Donc, pour la gestion des conflits et la gestion du stress, ce qui est intéressant, c'est que la loi suisse, en particulier, indique aux organisations elles ont la responsabilité de la santé psychique et mentale des collaborateurs et des collaboratrices. Je me souviens plus le verbe qui est utilisé, mais je crois que c'est garantir. Vous pouvez regarder, c'est dans l'ordonnance sur la loi sur le travail.
article 3. Donc vous trouverez qu'effectivement les entreprises, les organisations sont chargées de garantir la santé mentale et psychique des collaborateurs et des collaboratrices. Donc de mettre en place une organisation, un système qui fonctionne. Et donc quand quelqu'un fait un burn-out, par exemple, eh bien, on pourrait avoir la tentation, je dirais, standard, qui est d'ailleurs un peu la tentation habituelle, qui est alors la personne, pour des raisons vraiment physiologiques, est obligée d'arrêter le travail, parce qu'elle ne peut plus se lever le matin, elle arrête de faire son travail, donc elle reste chez elle, donc on la sépare des stresseurs qui provoquent le stress. Et beaucoup de médecins qui ont prononcé l'arrêt de travail s'arrêtent là. Alors, il y en a qui font un deuxième pas, qui est de dire on va faire un accompagnement psychologique pour la personne, pour qu'elle apprenne justement à gérer son stress, à gérer les différentes contraintes, pour que quand elle retourne en entreprise, ça se passe mieux. Mais vous voyez que tout ce que je viens de dire ne prend en compte que la moitié de la problématique. Et du point de vue de l'entreprise, qu'est-ce qu'on change pour que quand la personne revienne, ce ne soit pas le même beans? Et que ça, c'est typiquement, je dirais, un des points négatifs de la responsabilité individuelle. Vincent a fait un burn-out, donc Vincent doit se soigner, il doit changer, il doit s'adapter. Oui, mais Vincent, il a fait un burn-out dans un contexte particulier. Qu'est-ce qui fait que dans ce contexte particulier, ou qu'est-ce qu'on peut améliorer dans ce contexte particulier, pour que quand Vincent revient dans ce contexte particulier, on n'ait pas encore un burn-out, malgré le travail qu'il aura peut-être fait sur lui-même. Et donc, je trouve que cet exemple-là, il est très très parlant. Et donc, ce que je veux dire dans le texte que je vous ai lu, c'est que, à mon avis, bon, je suis un petit peu pessimiste, mais j'ai l'impression qu'on va encore beaucoup continuer sur cette voie, même si, comme je l'ai dit avant, il y a des frémissements, il y a des entreprises, il y a des organisations qui se disent, mais il y a quelque chose à traiter au niveau de notre fonctionnement. Et ça, moi, je vous encourage à le faire. Si vous écoutez ce podcast, et puis que vous remarquez autour de vous qu'il y a des difficultés, qu'il y a peut-être des conflits, des problèmes d'atmosphère ou d'ambiance, ne pensez pas immédiatement à la première partie de notre réflexion, la réflexion individuelle, mais dites-vous aussi qu'est-ce qui dans la manière de faire, qu'est-ce qui dans les normes de communication, dans les normes de fonctionnement, dans les habitudes, dans la culture d'entreprise. Dans le texte, je pose la question de savoir de quel type de culture une organisation a-t-elle besoin aujourd'hui. Et je pense que nous devons développer une culture qui prend en compte ces fonctionnements schématiques, globaux, plutôt que simplement dire aux gens « gérez votre stress, apprenez à communiquer ». Donc moi, je vous encourage à avoir cette réflexion-là. Tant du point, d'ailleurs que si vous êtes cadre ou pas, si vous êtes patron ou pas, c'est une conversation qui je pense doit avoir lieu. Et alors évidemment, si vous êtes RH ou patron, encore plus, puisque vous êtes vous les garants de la mise en place du système en question. Donc c'est un peu comme souvent, le département RH, les patrons, les patronnes ont une responsabilité asymétrique vis-à-vis de ces choses-là, puisque c'est vers eux qu'on va regarder, vers elles qu'on va regarder pour régler ce genre de problème. Donc voilà, Homo rationalis n'a jamais existé, certes, Homo individualis aussi, à mon avis, il existe encore beaucoup, mais je pense qu'il faut qu'on développe alors je sais pas comment il faut l'appeler, un Homo collectiviste, ou je sais pas comment il faut le dire, pour qu'on puisse prendre en compte ses côtés systémiques, ses côtés organisationnels, et pas simplement tout repousser sur les personnes. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. À la semaine prochaine. Ciao.